Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un point sur mes lectures du mois de novembre. Ça a été un mois très riche en lectures et comme toujours pour ces vidéos, on va commencer tout de suite avec le contemporain, puis je vous présenterai tout ce qui est science-fiction, fantasy et fantastique. Alors, pour ce qui est contemporain, cette fois-ci, contrairement à d'habitude, j'ai à la fois du contemporain Young Adult et du contemporain New Adult à vous présenter. Donc on va commencer tout de suite avec le contemporain Young Adult. Dans ce genre-là, j'ai lu Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Pocket Jeunesse, que je remercie pour leur envoi. C'était vraiment une superbe lecture. Ici, on suit l'histoire de Avery, qui est une jeune fille comme toutes les autres, qui n'a pas beaucoup d'argent dans la vie. Elle en a vraiment un peu moins que la moyenne, je dirais même. Et du coup, elle se préoccupe beaucoup de son avenir et en particulier de comment elle va faire pour avoir sa bourse pour entrer à l'université parce qu'elle réside aux États-Unis où l'université est loin d'être gratuite et du coup, c'est quelque chose qui la préoccupe grandement jusqu'au jour où elle apprend qu'elle est l'héritière d'un milliardaire qui vraiment lui a légué la grande majorité de sa fortune au détriment de sa famille. Avery va donc devoir passer une année entière dans le manoir Hawthorne, donc le manoir de ce milliardaire, pour ensuite pouvoir toucher cet héritage. Et en même temps, dans ce manoir, elle va essayer de comprendre pourquoi elle est l'héritière de cet homme qu'elle ne connaît pas du tout. Et elle va résoudre plein d'énigmes en compagnie des petits-fils de cet homme, mais également de toute la famille Hawthorne qui clairement lui en veut beaucoup et est prête à tout pour récupérer cet argent. Ça a été une excellente lecture, j'ai vraiment hâte de pouvoir lire la suite, c'était très captivant, très prenant. J'ai adoré toutes les énigmes qui étaient incorporées dedans parce que j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup résoudre des énigmes. Les escape games et moi, franchement, voilà. Mais pour autant, j'ai pas forcément trouvé qu'elles étaient très évidentes au premier abord et du coup, c'est super chouette parce que j'ai pu me plonger dedans sans forcément trouver la solution du premier coup et ça, c'était trop cool. C'est très prenant, c'est très captivant, ça nous emporte dans cet univers, dans cette histoire. Ça reste du contemporain et pour autant, il s'y passe un milliard de choses. Il y a tout un côté un peu enquête aussi où elle essaye de comprendre pourquoi elle est l'héritière. Bref, c'était trop chouette et je vous le recommande vivement si vous aimez le contemporain Young Adult. Ensuite, toujours dans ce genre-là, j'ai lu L'éveil d'Erika Strange, donc se taire ou se battre, elle devra choisir, de Cassie Gustafson, toujours chez PKJ, que je remercie également pour leur envoi. L'éveil d'Erika Strange, contrairement à ce que la couverture nous fait penser, c'est vraiment un contemporain Young Adult dans lequel on va suivre Erika qui se réveille un matin après une soirée très arrosée et Erika se rend compte que son corps est recouvert de marques, donc des dessins, des noms, des signatures, bref, plein de choses sur son corps et en particulier le nom de certains jeunes hommes de son lycée, dont celui de son petit copain et c'est très dérangeant parce qu'elle en a vraiment partout et elle se pose beaucoup de questions parce qu'elle a un complet blackout, elle ne se souvient pas du tout de ce qu'il s'est passé et du coup elle va essayer de comprendre ce qu'il s'est passé jusqu'à où son agression a été. C'est très intéressant de voir comment Erika vit les choses, cette petite part de déni qu'il y a entre elles lorsque on se fait agresser. C'est très intéressant aussi de voir comment les personnes de son entourage réagissent, entre les personnes qui vont la soutenir, celles qui vont la dénigrer, celles où elle va même pas oser leur dire les choses alors que ce sont censées être les personnes les plus proches qu'elle a et du coup c'est vraiment hyper bien traité, ça traite de sujets très durs, très profonds, je vous mets en garde, franchement, si vous êtes sensible face aux agressions sexuelles et aussi aux tentatives de suicide, ce livre n'est peut-être pas fait pour vous, mais franchement, c'est très très bien traité, dans le regard d'une adolescente, écrit pour des adolescents aussi. Les mots ne sont pas crus, mais pourtant, on ressent vraiment la détresse d'Erika dans ce roman, c'était vraiment, un livre à lire, un livre qui nous bouleverse, qui nous emporte et franchement j'ai adoré cette lecture. Il est à la limite du coup de cœur je pense. Honnêtement je ne saurais pas dire ce qui fait que ce n'est pas un coup de cœur mais c'est vraiment une pépite. Et la raison pour laquelle cette couverture fait un petit peu comics et en même temps super-héros c'est que Erika dessine un personnage qui s'appelle Erika Strange et qui est une super-héroïne et c'est à travers cette super-héroïne et ce qu'elle aurait fait que Erika Walker, l'adolescente, va réussir à trouver le courage justement d'affronter tout ce qu'elle a vécu et d'essayer d'aller plus loin pour comprendre jusqu'à où elle a vécu des choses et finalement comprendre ce qui s'est passé également parce que c'est très important pour elle pour juste se rétablir.
Voilà. On passe maintenant à du New Adult avec Thunder, donc le tome 2 des Dieux du Campus de Phoenix Biacher et Hervé Estier, publié chez Hugo New Roman, que je remercie pour leur envoi également. Thunder, c'est le deuxième tome des Dieux du Campus. C'est une romance sportive universitaire dans laquelle on a un premier tome qui est vraiment plus de la comédie romantique, alors que dès le deuxième tome, on a un tournant qui se fait dans l'histoire où on va être plus sur du drame psychologique. L'histoire est beaucoup plus profonde dans ce deuxième tome. On va y suivre Thunder et Jeremiah, deux hommes qui sont très attirés l'un par l'autre, qui se sont déjà embrassés dans le passé, mais qui finalement préfèrent se détester plutôt qu'assumer leurs propres sentiments, tout simplement parce que Jeremiah n'assume pas d'être gay et n'ose pas affronter le regard des autres, surtout en étant un sportif universitaire de hockey qui est très connu, et il a peur, sachant qu'il veut faire carrière dans le hockey, il a peur du regard des autres, et surtout que finalement il ait cette chance d'intégrer des équipes très renommé, mais parce qu'il est gay et non pas parce qu'il a ses capacités physiques qui sont exemplaires. Bref, l'histoire de Thunder et Jeremiah est très touchante, elle m'a énormément bouleversée aussi. Pour autant, je pense que Les Dieux du Campus n'est pas un coup de cœur parce que ce sont des romans courts. Très court, il fait à peine plus de 300 pages et j'ai eu le sentiment qu'il manquait quelques pages pour développer encore plus Thunder, développer encore plus Jeremiah et voir un peu plus loin dans ces personnages. Néanmoins, c'était très intéressant et déjà bien plus profond finalement que le premier tome. J'ai donc adoré cette histoire comme vous pouvez l'entendre et je le recommande vivement si vous aimez les romans sportifs universitaires mais qui du coup s'éloignent un petit peu de ces romances pleines d'humour qu'on peut avoir comme avec Off Campus ou encore Campus Drivers par exemple. Celui-ci c'est une pépite, vraiment on est à la limite du coup de cœur. Il s'agit de Lovers de Florissé, donc publié dans la collection Étage, et c'est un livre que j'ai reçu gentiment de la part de la maison d'édition qui m'a contactée parce que c'est le premier roman homosexuel qu'ils publient dans leur collection et du coup ils m'ont gentiment proposé de le recevoir. Le résumé me tentait terriblement, il s'agit ici d'une réécriture de Roméo et Juliette mais contemporaine, avec du coup une romance homosexuelle et surtout un côté très dramatique et psychologique qui est très approfondi dans ce roman. J'ai complètement craqué, je me suis dit allez vas-y, ça a l'air trop cool et franchement je ne regrette pas. Alors personnellement je n'apprécie pas la couverture et c'est pour moi peut-être un des seuls gros bémols de cette histoire parce que globalement le roman c'est juste une merveille. Ici on y suit Dael Hamilton et Laure Rosenbach. Les Hamilton et les Rosenbach se détestent depuis toujours. Ils règne un petit peu sur Londres en tant que famille très riche qui travaille un petit peu dans le domaine de la banque je crois que c'était ça. Et depuis toujours ces deux familles se détestent, ne se rapprochent pas l'une de l'autre et pourtant un jour Dael Hamilton va rencontrer Lior Rosenbach qui est clairement en pleine dépression. N'ayons pas peur des mots, Lior est vraiment au bout de sa vie. Finalement de fil en aiguille à travers beaucoup de choses qui vont se passer dans leur famille, Lior et Dael vont vachement se rapprocher et ils ne vont surtout ne pas réussir à céder à cette attirance qu'il y a l'un pour l'autre. Et on a de ce côté-là vraiment quelque chose qui est très développé dans la psychologie des personnages. Alors attention, c'est une histoire qui traite de sujets sensibles, en particulier des addictions et du suicide, donc si ce n'est pas fait pour vous, passez votre chemin, mais franchement c'est super bien traité, c'est très profond, c'est hyper prenant, on a le sentiment de vivre les choses aux côtés de ces personnages et franchement c'est juste tellement bien fait. Il s'agit ici donc d'une intégrale des deux tomes, mais vous pouvez trouver aussi les tomes en e-book de manière séparée, mais allez-y, lisez les deux parce que franchement c'est trop cool, ça se dévore complètement, c'est très prenant et on a du coup à travers ce roman aussi toute une critique de la société qui est faite. J'ai trouvé ça super chouette. Si je peux lui trouver un bémol, c'est que pour moi je trouve qu'au bout d'un moment, dans la deuxième partie du roman surtout, on a le sentiment d'avoir un petit peu trop de drama, une surdose de drame et de choses qui arrivent à nos personnages et qui du coup devient un petit peu trop peu réaliste. Mais en discutant avec l'autrice, elle m'expliquait qu'elle avait décidé de faire ça parce que c'est vraiment quelque chose qu'il se passe vraiment dans le théâtre dramatique et du coup ça faisait un petit peu un clin d'œil au théâtre quand bien même ça manque un peu de réalisme. Et si la fin de Roméo et Juliette ne vous convient pas, sachez que celle-ci est complètement différente sans vous spoiler. Ensuite, la dernière romance contemporaine que j'ai lue au cours du mois de novembre, c'est Bodyguards de Laura Espoil, premier tome Lennon, publié chez Hugo New Roman, que je remercie également pour leur envoi. Dans cette histoire, on va suivre Lennon qui est un garde du corps qui va aller protéger Dovi, une étudiante donc universitaire donc du MIT qui fait des recherches un petit peu sensibles et qui mènent à un harcèlement qu'elle subit en fait. Elle est vraiment la cible d'un corbeau qui lui envoie des lettres de menaces
pas seulement à elle d'ailleurs. Mais bref, du coup, pour qu'elle soit vraiment protégée et qu'elle puisse finir sa thèse comme il se doit, Dovie va quitter le campus, aménager dans une maison et être protégée 24 heures sur 24 par Lennon, un garde du corps professionnel qui lui avait décidé d'arrêter un petit peu cette partie active du métier pour se concentrer à la formation des jeunes recrues. Mais finalement, il accepte cette dernière mission et il fait bien. C'est une histoire qui a beaucoup d'humour, que ce soit la bande de potes de Dovie qui me fait grandement penser à celle de Big Bang Theory, ou encore les échanges par SMS entre Lennon et ses frères et sœurs qui sont hilarants et qui nous montrent une alchimie qui est géniale entre eux et que j'espère retrouver dans les tomes suivants. Et puis on a aussi toutes ces réparties entre Dovie et Lennon qui sont géniales aussi et qui montrent progressivement cette attirance qu'il y a entre eux. J'ai vachement bien aimé cette histoire, franchement c'est très prenant. J'aurais aimé que la romance soit un peu plus approfondie, je trouve qu'elle arrive un peu rapidement, mais vraiment toute l'ambiance études scientifiques, la passion de Dovie pour les astres et tout, franchement c'est juste génial, c'est très prenant, c'est une lecture à lire, à découvrir et j'ai hâte de lire enfin la suite de cette saga. Si cette saga vous intéresse, sachez que vous avez déjà les 2 premiers tomes disponibles sur Nextory pour les découvrir dès à présent. On passe maintenant à tout ce qui est fantasy, fantastique, science-fiction. J'ai pas mal de choses à vous présenter dans ce genre de l'imaginaire. On va commencer avec un roman qui fait un petit peu la transition entre les deux puisque il s'apparente beaucoup à du contemporain mine de rien. Il s'agit de La vie invisible de Hadi Larue de V.E. Schwab, publié chez Lumen et que j'ai ici dans le format collector. La vie invisible de Hadi Larue, c'est l'histoire de Hadi qui au début du XVIIIe siècle passe un pacte avec le diable pour finalement avoir la liberté qu'elle veut et vivre sa vie telle qu'elle l'entend et surtout échapper à un mariage qui l'aurait conduit à être femme au foyer et c'est pas du tout ce qu'elle attend et ce qu'elle espère de sa vie. Donc Hadi passe ce pacte et en échange elle peut vivre à travers le temps, à travers les âges, elle est clairement immortelle mais personne ne se souvient d'elle et c'est un petit peu le revers de la médaille qui fait que finalement elle n'est pas tout à fait satisfaite de comment se déroule sa vie puisque certes elle est complètement libre mais personne ne se souvient d'elle donc il lui manque quand même un pan de sa vie qui lui permettrait de la vivre entièrement et tout ce qu'elle cherche à faire c'est réussir à marquer le temps donc elle va essayer de le faire en accompagnant différents artistes mais surtout un jour elle va rencontrer un jeune homme qui se souvient d'elle et ça change toute sa vie. Bref, La vie invisible d'Hadi Larue c'est une histoire qui va traiter de plusieurs sujets, en particulier du féminisme, de l'émancipation, de vivre sa vie telle qu'on l'entend. J'ai trouvé que c'était très bien traité. J'ai adoré la plume de V.E. Schwab, encore une fois, franchement tous les livres que je lis d'elle sont tellement poétiques, tellement beaux. C'était super beau à lire, mais il y a un gros mais pour moi, c'est que je ne me suis pas du tout attachée au personnage de Hadi. J'ai pas apprécié son comportement, j'ai pas apprécié forcément ses pensées et je pense qu'elle et moi on n'est pas fait pour s'entendre et du coup pour cette raison là, ça ne peut pas être un coup de cœur comme ça l'a été pour de nombreuses autres personnes. Néanmoins, c'est un livre qui vaut vraiment le détour. Peut-être que vous vous attacherez à Hadi parce que c'est quand même quelque chose de très personnel que je vous dis là et si moi je me suis pas attachée à elle, ça ne vous empêchera pas de vous attacher à elle. Donc si vous l'avez dans votre pile à lire, n'hésitez pas et foncez le lire. Profitez d'un moment où vous avez envie d'un livre un petit peu contemplatif, un livre un peu plus lent à lire et juste vous plonger dans cette ambiance parce que c'est très agréable à lire. Et je vous l'ai pas dit mais du coup ce livre là je l'ai vu en lecture commune avec Annabelle du conte Le Royaume de Papier. Je vous invite vivement à découvrir son conte si ce n'est pas déjà fait, mais sachez que quand bien même ça a été une très bonne lecture pour moi, pour elle ça a été un énorme coup de cœur, donc allez-y, lisez-le. Si je vous ai pas encore convaincu, peut-être qu'elle vous convaincra. Ensuite j'ai lu un livre sur ma liseuse Kobo que je vous ai présenté dans mon unboxing. C'est une liseuse qui m'a été très gentiment envoyée par la marque et elle est vraiment géniale. Si jamais vous avez envie de tester le produit pour voir un petit peu ce que ça peut donner, n'hésitez pas à vous rendre dans une Fnac. En plus je crois qu'il y a des promos en ce moment sur les liseuses, donc n'hésitez pas, tester un petit peu les différents modèles qu'ils ont en rayon, c'est très important pour moi, je pense, de bien choisir un modèle de liseuse en fonction de vous parce qu'on est tous différents pour ça. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. J'ai donc lu Les Fiançailles obscures de Céline Mancelon qui est un roman de romantasy qui me faisait grandement envie parce que j'en avais vu beaucoup d'avis très positifs. C'est un livre Kobo original, ce qui veut dire que vous pouvez trouver l'e-book chez Kobo mais pas chez d'autres marques de ce que j'ai compris, mais vous pouvez également le trouver en format papier publié aux éditions Bookmark si jamais le format papier vous intéresse plus. Néanmoins ça a été une déception, enfin une bonne lecture je dirais, mais une déception en même temps parce
parce qu'il n'était pas à la hauteur des attentes que j'avais pour ce livre. Dans cette histoire, on suit la princesse Ashana dont tout le royaume est envahi d'un coup et son père est tué et elle va devoir se retrouver à épouser l'assassin de son père, Dova le sanguinaire. Et là elle se retrouve enlevée à devoir retourner au royaume d'origine de Dova pour l'épouser dans les règles et tout, voilà. Bref, c'est très particulier. On a un genre de enemies to lovers qui au départ me tentait beaucoup mais ne m'a pas du tout convaincue dans le sens où j'ai pas vu d'évolution dans la relation des personnages, en tout cas pas une évolution qui prend son temps et qui est tangible, réaliste finalement. Non, là en fait d'un coup d'un seul elle se retrouve presque amoureuse éperdument de l'assassin de son père, ce qui n'a pas de sens alors qu'elle ne le connaît pas d'avant, et lui par contre est persuadé de déjà la connaître d'avant. Bref, il y a tout un monde qui a l'air très intéressant, avec de la magie dans certains royaumes mais pas d'autres, avec aussi des présences de petits peuples et je trouve ça super chouette, mais c'est pas du tout assez approfondi à mon goût. Alors je ne sais pas s'il n'y a pas une différence entre l'e-book et le livre papier, parce que honnêtement je ne comprends pas pourquoi j'ai trouvé ce livre aussi peu abouti, aussi peu approfondi. Ça se lit extrêmement vite, j'ai eu l'impression qu'il y avait très peu de pages dans ce livre, alors que finalement toutes les personnes qui le lisent en livre papier en sont vraiment convaincues, aiment énormément leur lecture. Donc voilà, j'ai un petit doute là-dessus, je vous l'avoue, je ne sais pas, j'ai pas pu vérifier parce que je n'ai pas le livre papier et je vous avoue, j'ai pas vraiment envie de l'acheter non plus, vu l'avis que j'ai pour le premier tome. Je pense qu'il y a énormément de potentiel dans cet univers et dans cette histoire, mais ça manque cruellement d'approfondissement pour que ce soit réaliste et que ça nous emporte dedans et qu'on s'attache aux personnages, que l'on découvre un peu plus l'univers et qu'on passe pas juste hop 2 secondes dessus. C'est un petit peu dommage et c'est finalement pas du tout ce que j'attendais de cette lecture, malheureusement. Ensuite, on continue avec le manoir de Lake-Sage de Lyndall Gibson, publié aux éditions Stardust, que je remercie également pour leur envoi. Ici, ça a été une excellente lecture, j'ai adoré l'ambiance sombre de ce roman, un livre parfait pour la saison automnale, halloweenesque et tout ça. Alors, c'est plus tout à fait le cas, mais je pense que ça peut très bien se lire en hiver également. C'est une histoire dans laquelle on va suivre Violetta et son frère qui fuient finalement leur belle-mère parce qu'elles sont très maltraitées avec elle, et ils vont prendre refuge au manoir de Lake-Sage, un manoir qui est peuplé d'un monstre, et le monstre de Lake-Sage n'est rien d'autre que Rohan, un jeune homme qui est accusé d'avoir tué toute sa famille. Rohan est très intéressé par le petit frère de Violetta qui a un pouvoir particulier puisqu'il peut parler aux ténèbres, et du coup Violetta va tout faire pour protéger son frère et en même temps en savoir un petit peu plus sur Lake-Sage et sur ce manoir et surtout sur le lac de Lake-Sage qui a l'air d'être complètement maudit. Et bref, c'est une histoire qui est vraiment super chouette. On est ici aussi sur de la romantasy qui prend un petit peu plus son temps, qui est très belle et en même temps qui se concentre beaucoup sur l'ambiance, sur l'univers plus que sur la romance. Bref, c'était trop cool. J'ai vachement bien aimé tout cet aspect dieu et démon, enfin je sais pas comment l'expliquer, mais il y a vraiment les dieux d'en haut et les dieux d'en bas avec les divinités que les gens prient toujours en fait sans se cacher, du coup les divinités d'en haut qui sont pleines de lumière et les divinités d'en bas qui elles sont bien plus sombres et que l'on va prier peut-être plus en cachette, en secret, et qui pourtant ont toute leur importance dans cette histoire. On est aussi sur une intrigue avec un petit pacte démoniaque à la clé. Bref, c'est super chouette et je vous le recommande vivement. J'ai également lu un autre livre des éditions Stardust, il s'agit cette fois-ci de Girl Serpent Sounds de Melissa Bachardos, que j'avais commencé en octobre et que j'ai fini en novembre, et pour le coup je l'ai vachement plus aimé que tout ce qu'on peut entendre sur ce livre. Beaucoup de personnes trouvent que ce livre n'est pas suffisamment approfondi et je pense que les personnes qui pensent ça s'attendaient peut-être plus à un roman adulte, mais il s'agit vraiment ici d'une fantasy young adult et c'est normal qu'elle ne soit pas des plus approfondies, surtout que toute l'histoire se déroule en un seul tome, c'est un one shot. Bref, j'ai adoré cette fantasy orientale où on suit Soraya, une princesse maudite dont le toucher est mortel et qui va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ses origines, pourquoi son toucher est mortel, comment ça se fait et surtout qu'est-ce que tous ces peuples de
créatures magiques peuvent avoir à faire là-dedans et faire en sorte que elle puisse retrouver sa liberté, et quand bien même tout cela ait un prix. Bref, c'était vraiment super chouette, très prenant. Après, je pense que Soraya, c'est pas le personnage le plus attachant et le plus approfondi qu'on peut trouver dans la littérature young adulte, mais ça reste quand même une bonne protagoniste qui n'est ni toute blanche ni toute noire, mais vraiment pleine de nuances, et je trouve ça cool d'avoir un roman avec autant de personnages en nuances et pas du tout de personnages manichéens où on va avoir vraiment des personnages qui vont être vraiment entièrement gentils ou entièrement méchants. Là, on a vraiment tout le temps des personnages on sait pas trop quoi s'attendre d'eux et ils peuvent toujours retourner à leur veste à un moment. Bref, c'était super chouette malgré tous les avis mitigés que j'avais pu entendre sur ce roman, et je vous le recommande aussi s'il vous tente. Et comme toujours pour ces vidéos, on finit avec mes 2 lectures en cours. Alors celui-ci, je l'ai fini au moment où je vous filme cette vidéo, mais je ne l'avais pas fini à la fin du mois de novembre. Il s'agit de Witch and God, l'insoumise de Meroë de Leafstone, donc c'est le tome 3 de la trilogie Witch and God, où on va suivre Meroë, donc une des sœurs d'Ella la promise, donc du premier tome. Et comment vous décrire cette histoire sans vous spoiler tout ce qui s'est passé avant. Comment dire? Dans Witch and God, c'est une histoire de romance fantastique dans laquelle on a une histoire qui se passe principalement dans notre monde aux États-Unis, mais avec tout un peuple de sorcières et aussi tous les dieux grecs que l'on connaît, et en fait les sorcières et les dieux se font la guerre depuis toujours, et là ils sont un petit peu dans une phase de paix relativement tangible qu'il faut maintenir coûte que coûte, et pour ça dans le premier tome on va avoir Ella qui va devenir l'épouse de Démos, un des dieux grecs, pour faire en sorte de maintenir cette paix coûte que coûte. Et finalement il va se passer un milliard d'autres choses et toutes les sœurs d'Ella vont elles aussi craquer pour un dieu, et ici on va donc suivre Meroë et Héphaïstos. Je ne vous en dis pas plus, j'ai pas envie de vous spoiler sur l'histoire, mais sachez que j'ai adoré ce tome-ci. Le premier tome était un coup de cœur, le deuxième était une excellente lecture, celui-ci il est vraiment entre l'excellente lecture et le coup de cœur, il était à la limite, franchement c'était trop cool. Néanmoins j'ai trouvé que Meroë était une jeune femme qui était relativement indépendante dans les tomes précédents, ça m'a un petit peu déçue, son évolution ne m'a pas convaincue plus que ça, mais j'ai vachement bien aimé Héphaïstos et j'ai adoré surtout tout ce qu'on apprend en plus sur l'univers, toutes ces petites choses qui s'ajoutent et tous ces dieux aussi qui s'ajoutent à l'histoire, parce qu'au départ on a vraiment une palette très restreinte des divinités grecques et plus ça va et plus on en rajoute, et je trouve ça très intéressant et ça complète vraiment plutôt bien toute cette histoire. Et celui-ci c'est toujours ma lecture en cours, il faut vraiment que je m'active pour le finir. Il s'agit du tome 3 de Aurora Squad de Amy Kaufman et Jay Christophe, publié aux éditions Casterman, que je remercie également pour leur envoi. Franchement, Aurora Squad c'est ma saga chouchou de science-fiction young adult en ce moment. J'aime énormément cette histoire, c'est très prenant, il se passe toujours un milliard de choses, il y a beaucoup d'humour aussi, et en même temps on a quelque chose qui est quand même plutôt dramatique puisqu'ils sont censés sauver toute la galaxie et faire face au Raham, cette créature qui est en train d'envahir toute la galaxie et qui va y mettre un terme. Vraiment, il se passe des choses assez horribles et pourtant ces personnages trouvent toujours le temps de faire de l'humour et de détendre un peu l'atmosphère. Bref, c'est trop cool, j'aime énormément ce 3e tome, j'ai bien avancé dedans mais je suis loin de l'avoir fini quand même. Je sais pas si j'y vais pas un petit peu avec réticence parce que je sais que c'est la fin de la trilogie et forcément j'ai pas envie d'arriver à la fin, mais il va bien falloir parce que c'est vraiment trop bien. Il se passe un milliard de choses. Ici on va vachement se concentrer sur tout ce qui est boucle temporelle et voyage dans le temps et différentes temporalités. Bref, c'est super cool. Par contre accrochez-vous parce que du coup il faut se souvenir de où sont les personnages, à quelle période temporelle ils sont et avec qui ils sont. À chaque chapitre on change de personnage, c'est pas forcément rappelé à chaque fois, du coup faut bien s'accrocher pour pas perdre le fil de l'histoire malgré tout. Et je vous l'ai pas dit, mais celui-ci je le lis en lecture commune avec Ali du compte Ali des livres, et je vous invite vivement à aller découvrir son compte si ce n'est pas déjà fait. Voilà donc pour cette vidéo, je vous remercie grandement de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé. Sur ce, moi je vous souhaite de très belle lecture et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!